Pouvez-vous m'expliquer ou nous expliquer ce qui s'est passé pour vous dans les années 2007-2008? Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui s'appelle Francine Mirand, qui m'a permis de connaître Madame Reich, Carole Reich, et je la remercie de nous avoir invités. En 2008, 2008 pour moi, ça a été un changement complet de vie. Pourquoi? Parce que je fais la rencontre d'un voisin qui me demande si j'ai rempli un dossier. De quel dossier s'agit-il? Il s'agit d'un dossier d'indemnisation allemande pour les enfants cachés. Il me dit, tu es un enfant caché? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est un enfant caché? Tu es orphelin, oui. Donc il y a bien quelqu'un qui t'a caché pendant la guerre. Et c'est vrai que pour la première fois, je prends conscience que je ne me suis jamais posé la question de savoir comment j'avais survécu à la guerre, puisque j'ai perdu mes parents à l'âge de 3 ans. Je les ai quittés à l'âge de 9 mois puisque j'avais attrapé la tuberculose. Mais tout ça, je ne le savais pas. Il a fallu donc répondre à cette indemnisation, mais je n'ai aucun souvenir de cette période. Il me reste un frère et une sœur qui sont plus âgés que moi. Je vais les interroger pour savoir s'ils ont un petit souvenir qui me permettrait de faire ce témoignage. Il a fallu 3 mois, 4 mois pour que mon frère enfin me donne 3 éléments. Votre frère, si je peux vous interrompre, avait 5 ans de plus que vous, et votre mère et votre sœur 2 ans. Ils étaient quand même encore assez jeunes. Ils étaient assez jeunes, mais enfin, mon frère avait quand même un peu plus de souvenirs que moi, parce que moi, je suis né en 1940, la guerre a commencé en 1939, je suis encore au berceau. Et mon frère va me donner 3 éléments, monsieur et madame Funet. Je suis à la retraite en 2000, je commence à m'intéresser à utiliser un ordinateur, Internet. Je regarde monsieur Funet, il y en a des centaines. Il me donne un 2e élément, le nid fleuri. Le nid fleuri, des hôtels, des maisons enfin il y en a une centaine aussi. Et il me donne quand même un troisième élément qui va être, je crois me souvenir que nous traversions le boulevard pour aller dans un patronage. Nous habitions à Paris, dans le 18e arrondissement, sur le boulevard des Maréchaux, c'est le boulevard qui scinde Paris, côté Saint-Ouen. Donc s'il fallait traverser le boulevard, il fallait rentrer dans Paris. Donc avec Internet, je regarde un peu toutes les rues du 18e arrondissement où il peut y avoir un patronage. Je tombe sur une école, je téléphone, on me dit non, ici on n'a pas caché de juifs. Et puis en plus de ça, le 8 août, les écoles sont fermées. Mais vous avez une église un petit peu plus loin, voyez ici. J'appelle cette église et là, j'ai une dame qui me répond. Cette dame, c'est une professeure d'une église protestante, Elle est professeure de l'université protestante de Paris. Et je lui demande si on a caché des juifs dans cette église. Elle me dit oui, oh oui. Est-ce que vous connaissez monsieur ou madame Funet? Bien sûr, c'était le pasteur. Est-ce que vous connaissez le nid fleuri? Vous êtes retombé sur la personne qui connaissait l'histoire, en fait. Non, elle ne connaissait pas l'histoire. Mais elle avait des bribes. Elle connaissait les gens, elle connaissait le nid fleuri, qui était donc la colonie de vacances de l'église. Et bon, voyant dans l'état où j'étais, elle me dit, monsieur Drahi, je sais que les pasteurs sont décédés, mais ils ont une fille. Reposez-vous, je vous retéléphonerai demain matin. Elle me téléphone et elle me donne le nom de leur fille, Jeanne, qui va jouer un rôle dans ma survie. Donc j'appelle cette dame et j'ai un 2e coup de chance. Et c'est vrai que de ce jour-là, je n'ai eu que de la chance. Alors un rabbin m'a dit que c'est Dieu qui mène mon chemin. Et lors de mes témoignages, je remercie tous les rabbins et je remercie Dieu de m'avoir mis autant de hasard et de chance sur mon chemin. Donc je vais appeler cette dame et je lui demande si Pierre Drahi lui dit quelque chose. Elle me dit non. Paul Drahi, non. Nelly Drahi, Nelly Polo et Pierrot? Oui, parce que Drahi, elle ne connaissait pas. Ses parents ne lui avaient jamais dit que nous les appelions Drahi. Pierre-Paul, il y en a des centaines, mais pas Nelly.
Et Nelly, elle la connaissait d'autant que c'est elle qui s'occupait de ma sœur à l'orphelinat. Enfin, pas à l'orphelinat, là où nous allons être cachés. Et elle nous dit... Oui, elle nous dit que elle nous a beaucoup cherché. Mais malheureusement, on ne s'est pas retrouvés. Donc, je vais... bon, c'est elle qui va me raconter mon histoire. Et mon histoire est celle-ci, c'est que mes parents sont d'Oran. En 1935, la patronne de mon patron, qui est boucher, décide de quitter l'Algérie, vient venir s'installer à Paris. Et elle demande à mon père, qu'elle appréciait, si il veut bien la suivre, elle lui trouverait le logement, elle lui trouverait le métier, bien entendu. Lui ne donne qu'une condition, c'est d'être dans le 18e arrondissement, à côté de son frère aîné qui est déjà. Elle accepte puisque c'est là où elle voulait aller, et donc ils vont venir s'installer à Paris. En 1935. En 1935. Apparemment tout se passe bien, l'amour doit être bien, puisque après 2 enfants, elle en fait un 3e, elle en fait un 4e, elle veut avoir une fille, elle a enfin une fille, elle en veut une 2e, et bien non, c'est moi qui vais arriver. Et j'arrive en 1940, moment de la guerre. L'hiver 40-45 est très rigoureux, paraît-il. Le manque de nutrition, le manque de chauffage fait que je vais attraper la tuberculose, et c'est pour ça qu'à l'âge de 9 mois, je vais être séparé de mes parents. Pendant ce temps-là, eh bien, il y a effectivement les ordonnances de Vichy qui interdit aux Juifs de faire leurs courses à une heure autre que de 15h à 17h, quand on sait que les files commençaient à 6h du matin, et bien à 13h, 14, 15h, il n'y avait plus rien. Donc un jour, ma mère refuse de quitter la file, elle a l'étoile jaune. Madame, vous devez aller à la file. Non, je reste là, j'ai 6 enfants à nourrir, il n'y a pas de raison. Et on lui aurait dit, eh bien, ne vous en faites pas, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est pour ça que le 8 août, qui est un samedi, le 8 août 1900, alors je reviens légèrement en arrière, donc je vous parlais des colonies de vacances, ma mère est couturière, et les pasteurs apprennent qu'elle est couturière et voudraient qu'elle nous répare quelques vêtements pour donner à des gens. Alors là, je vous fais voir la monture de mon premier livre. C'est l'endroit où travaillaient les pasteurs, c'est-à-dire la zone. La zone, c'est ce qui séparait Saint-Ouen de Paris. Et ils avaient bâti ces baraques pour des gens qui n'avaient plus la possibilité de payer un loyer, par exemple, ou qui n'avaient plus de maison et qui étaient à la rue. Donc, ils leur donnaient ce toit provisoire, et ma mère réparait des vêtements que ces pasteurs allaient donner à ces gens. Et en compensation, eh bien, nous irions le jeudi dans ce patronage, et ma mère était contente parce que nous avons au moins un repas par semaine à peu près complet. On prenait aussi la douche, alors qu'avant il versait un seau d'eau sur la figure. Et on avait droit aussi à la colonie de vacances. Et ma mère était contente pour ça parce qu'il fallait aussi s'aérer. Et seulement la colonie n'était pas mixte, les garçons étaient au mois de juillet et les filles étaient au mois d'août. On arrête, le 8 août, c'est au mois d'août, ce qui fait que mes frères sont à la maison, ma sœur est en colonie de vacances, donc elle n'est pas donc à la maison ce jour-là. On frappe à la porte de ma mère, c'est un des pasteurs qui vient pour l'avertir qu'elle a été dénoncée, qu'il faut qu'elle se sauve. On frappe une 2e fois, c'est ma tante qui arrive. Viens vite, pars, il y a les Allemands qui sont en bas, il faut que tu t'en ailles. Avant qu'elle ait pris la décision, parce que c'est vrai que, pour moi c'est incompréhensible maintenant, mais pourquoi elle n'est pas partie? 1943, on en parlait déjà, on me dit que non, mais moi je suis sûr qu'on en parlait. Mais non, elle est française. Elle est française et elle ne comprend pas qu'elle n'a rien fait. Elle a 6 enfants, elle a toujours... Oui, mais c'était très difficile de partir quand vous n'aviez pas beaucoup d'argent à la maison. Ceux qui sont partis, c'est qu'ils avaient un petit peu d'argent quand même. Je reviens encore Il y avait une filière, quelque part. Je reviens encore un petit peu en arrière, si vous voulez. C'est que j'ai oublié de dire aussi que en 1942, les ordonnances aussi obligeaient les Juifs à se faire recenser. Mon père a refusé et est parti se cacher à Nogent-l'Artaud, qui est à côté de Troyes.
Et ce qui fait qu'elle est toute seule. Elle est toute seule pour gérer ses 6 enfants. Donc il faut, d'ailleurs on le voit dans une des photos, elle a un visage assez rude, mais dans ce visage rude, eh bien, il y a cette incompréhension qui fait qu'elle est restée. Elle est restée à la maison. Et donc on frappe une 3e fois. Et là c'est un inspecteur français suivi de la Gestapo qui est là, qui lui demande si ses enfants sont les siens. Il dit oui. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis le pasteur de l'église du Tabernacle. Et vous, madame? Mais avant que ma tante ait parlé, heureusement, parce qu'elle a un accent yiddish assez prononcé, il dit cette dame est mon employé, le petit garçon qui est à côté d'elle, c'est son fils. Et en tant que Français, il essaye de négocier avec cet inspecteur en lui disant vous êtes Français, il n'y a pas de raison que vous l'arrêtiez. Monsieur, j'ai des ordres, si vous n'êtes pas content, je vous embarque avec. Voyant qu'il n'a rien à faire, il prend ma tante et il prend mon frère, et ma tante a cette chance, c'est qu'elle a le vêtement sur le bras, parce qu'il y a aussi l'étoile jaune. Et donc il va partir, et ma mère et mes 3 frères aînés, vont être arrêtés et vont partir pour Auschwitz où ils sont gazés. Pendant ce temps-là, mon père n'a plus de nouvelles et revient sur Paris pour savoir ce qu'il en est. Et là, on lui avertit que sa femme et ses enfants, alors je ne sais pas si c'est sa femme et ses enfants ou sa femme et 3 de ses enfants, mais enfin, on lui apprend que sa famille a été arrêtée. Il retourne à Nogent-l'Artaud. Et Nogent-l'Artaud a une particularité, c'est que c'est une voie, c'est sur la voie ferrée qui va de Bobigny à Drancy. Et c'est une gare de ravitaillement. Dans les trains, à l'époque, on remettait du charbon, on remettait de l'eau. Et il y avait une caserne juste à côté, enfin, un grand bâtiment qui avait été pris par les Allemands pour mettre une garnison d'Allemands, de façon à protéger ce train lorsqu'il y avait un arrêt pour qu'il n'y ait pas de contact avec la population. Et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, j'ai enfin retrouvé... Oui, parce que vous êtes arrivé aux 10 minutes. Déjà, j'ai presque pas parlé, il a parlé 2 fois plus que moi. Moi, je parle plus vite. Et mon père habitait à 50 mètres de cette voie ferrée. Je vais terminer par ça. Oui, parce que j'ai encore autre chose à dire. Oui, ça suite au prochain numéro. Et lors de l'anniversaire du départ du convoi 59, eh bien, j'ai dit que mon père avait dû voir ce train sans savoir qu'il y avait sa femme et ses enfants dedans. Et surtout qu'il ne savait pas que lui aussi, quelques temps après, eh bien, prendra le même train. Voilà, donc lorsque ma mère a été arrêtée, on vient ensuite l'arrêter à son tour. Et je pense que les gens de là-bas pensent qu'il a été aussi dénoncé en même temps que 2 autres personnes, mais il n'y avait rien de fait pour lui. Et j'ai eu cette chance encore de retrouver une personne qui est la mémoire de Nogent-l'Artaud, qui m'a aidé l'année dernière, enfin qui m'a aidé avant à faire un témoignage là-bas, mais qui m'a aidé l'année dernière à faire mettre par la mairie une stèle en hommage à mon père. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.